Comment fonctionne le cabinet du Premier ministre en France? Réponse dans la BD Désintégration, le journal d'un conseiller à Matignon, avec Mathieu Angotti. Bonjour Mathieu Angotti. Bonjour. Alors, ce conseiller à Matignon, c'était vous, du temps où Jean-Marc Ayrault était Premier ministre. Vous avez passé combien de temps à Matignon avec lui? J'ai passé 18 mois. D'accord. Alors d'abord, un mot sur le titre de cet album aux éditions Delcourt. C'est un titre à double sens, intégration, désintégration. Dites-nous en quelques mots. En fait, il fallait qu'on choisisse une histoire à raconter dans ce livre. On ne pouvait pas tout dire. Et on a choisi l'histoire du dossier de la politique d'intégration sur lequel j'ai travaillé, qui malheureusement a eu des péripéties, qui s'est assez mal terminé et qui s'est, pour ainsi dire, désintégré en même temps que le cabinet lui-même. Donc c'était intéressant de voir le parallèle entre cette histoire et l'histoire du cabinet lui-même. Alors justement, d'abord, comment vous est venue l'idée de raconter cette aventure au cœur de la République, en bande dessinée, avec le dessinateur, il faut le signaler, Robin Recht? C'est lui qui a eu l'idée. Ouais. On se connaît depuis longtemps. Et quand il m'a vu rentrer à Matignon, il m'a dit, c'est incroyable, il faut que tu prennes des notes, que tu fasses un journal de bord tous les jours, tu t'astreins à faire ça. Et puis peut-être qu'à l'avenir, on ne savait pas encore, on aura eu de la matière pour raconter une histoire. Donc c'est né comme ça. Je me suis effectivement motivé pour prendre des notes tous les jours. Ensuite, on s'est retrouvé avec un grand tas de notes. Et puis on a bossé sur cette histoire. Et puis finalement, il l'a mise en image. Et alors on le voit dans la BD, d'abord vous coordonnez un plan national de lutte contre la pauvreté. Et c'est un plan là qui va être approuvé, qui va être adopté. Oui, ça c'est le début de mon histoire là-bas. On fabrique ce plan de lutte contre la pauvreté. Alors la pauvreté, on le constate aujourd'hui, elle est toujours très forte, mais on a quand même obtenu des mesures. On a eu la hausse du RSA, on a eu la création de la garantie jeune, c'est une sorte de RSA pour les 18-25, on a eu la hausse de la couverture médicale universelle, des choses comme ça, 2 milliards de mesures en fait. Donc j'étais presque euphorique à ce moment-là, en janvier 2013, et c'est là qu'on confie le dossier de la politique d'intégration, et ça va être une toute autre histoire. Alors on va en parler de l'intégration, mais aussi la vie quotidienne dans un cabinet. Alors d'abord, on voit que quand on est conseiller du Premier ministre, on doit pratiquement oublier sa vie familiale. J'ai quand même eu un enfant là-bas, ça s'est bien passé. Et enfin, on est appelable n'importe quand. Je dis ça, mais effectivement, on est énormément happé par la vie. En fait, il y a même quelque chose d'assez troublant, c'est une sorte d'état de vigilance permanent. C'est-à-dire que là-bas, toutes les décisions qu'on prend, tous les dossiers qu'on porte, on a l'impression qu'ils peuvent être détricotés du jour au lendemain, tellement il y a d'influence de gens qui interviennent. Et cet état de vigilance pousse à rester en place, à toujours être aux aguets, de jour comme de nuit, à surveiller ses mails, ses coups de téléphone, à une forme de présence totale. Pour ne pas se faire piquer son idée éventuellement, ou retoquer un projet qu'on défend. Et là, vous comment dirais-je, vous expliquez dans cette BD les rouages, la hiérarchie, la circulation de l'information, c'est pas toujours évident dans un cabinet. Non, en fait, il y a beaucoup de monde qui intervient, et puis il y a beaucoup de lignes, il y a les budgétaires, il y a ceux qui tiennent une ligne plutôt progressiste, ceux qui, même au sein d'un gouvernement de gauche, ont une ligne plutôt conservatrice, et tout ça crée des plaques tectoniques qui bougent en permanence et qui nous poussent effectivement à être toujours un petit peu vigilants à ce qui se passe. Alors, on en a parlé, cette réforme de l'intégration et de l'égalité républicaine, c'est une réforme qui a été avortée, si je peux dire, qui a manqué, puisqu'en fait, elle n'a pas eu le temps d'être mise en œuvre, puisque Jean-Marc Ayrault a dû céder la place à Manuel Valls en mars 2014, au moment où vous avez dû quitter le cabinet. Absolument, ça s'est fait en 2 temps, c'est-à-dire qu'on travaillait, on avait monté tout un tas de groupes de travail avec beaucoup de monde, des universitaires, des citoyens, on était beaucoup sur quelque chose de participatif. On avait commencé à élaborer notre plan d'action, et puis le premier coup, c'est un article fin 2013, un article du Figaro qui dénonce notre démarche sous l'angle plutôt de surtout se défendre contre les processus intégratifs, plutôt pour l'assimilation totale, voilà. Et là, on est un peu perturbé avec cet article-là. Et puis là, commence une cabale contre le plan intégration, y compris de la gauche elle-même contre nous, donc des dissensions internes. Et ensuite, au moment de la disparition du cabinet, Manuel Valls arrive et met complètement ce sujet de côté. C'est assez frustrant pour vous, d'ailleurs, parce que vous êtes vous-même un produit de l'intégration réussie de votre famille italienne dont vous parlez dans la BD. Oui, je crois qu'en fait, énormément de Français ça peut faire écho en fait à leur histoire familiale. Sans paraître outrecuidant, je pense qu'on est tous des enfants d'immigrés d'une façon générale. C'est la France qui est comme ça, qui a toujours été un creuset d'intégration. Et effectivement, c'est frustrant d'un point de vue personnel. C'est frustrant aussi parce que quand on bosse sur les questions d'exclusion, de lutte contre les discriminations, on touche du doigt ce que vivent les gens au quotidien dans l'accès à l'emploi, à la santé, au logement, à l'école. Et on se dit, c'est pas possible, il faut lutter contre ces petites injustices qui leur pourrissent la vie au quotidien. Quand on rentre dans un cabinet ministériel, à fortiori chez le Premier ministre, on rentre avec plein d'illusions.
Moi, j'en avais plein. Ouais. Ça, c'est clair. En plus, j'étais pas de ce monde-là. J'arrivais du monde associatif très militant, avec plein d'idées pour faire avancer. On croit qu'on va changer le monde. Voilà, exactement. Ouais. Mais bon, j'y crois encore. Et cette expérience m'a ramené d'une certaine manière les pieds sur terre, mais m'a pas du tout rendu amer ou désabusé. Je pense qu'au contraire, ça m'a permis de voir déjà comment ça se passait et peut-être de comprendre mieux quels étaient les leviers de l'action. Et donc, il y a quand même une certaine efficacité. Oui, j'y crois, je pense. Je pense qu'un des points qui a manqué, c'est un manque de cohérence globale. C'est-à-dire que si on avait été soutenu par tout le monde, par l'Élysée, par l'ensemble des ministres, par le Parti socialiste, par exemple, qui a été muet sur la question, on y serait arrivé. Oui, on peut faire des choses. Un dernier mot, vous êtes toujours dans le monde politique aujourd'hui? Je travaille à la mairie de Grenoble, donc c'est assez différent. Je travaille pour l'action sociale sur le terrain grenoblois. Oui, c'est peut-être plus concret d'une certaine manière. C'est très concret, c'est très engageant. Merci beaucoup Mathieu Angotis. Je rappelle le titre de cette BD, donc Désintégration, journal d'un conseiller à Matignon, avec donc Robin Recht qui a fait les dessins. Merci beaucoup. Merci à vous.